Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Wimbalala, 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 yeah. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado d'une mère à l'autre de Maman sans tabou, le balado qui donne voix au chapitre aux mamans plutôt qu'aux spécialistes en tout genre. Je suis Anne Julien et à travers ce balado, je vous amène à découvrir les enseignements autochtones des 13 mères originelles de Jamie Sands à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la 8e mère de clan, la guérisseuse. C'est la mère de clan du mois d'août, la dernière mère de clan de l'été. Et peut-être comme moi, vous sentez déjà l'automne approcher. Mais parce qu'on est en été, j'ai choisi d'enregistrer une fois de plus cet épisode dehors. Donc vous entendrez peut-être les cigales derrière nous. La nouvelle lune du mois d'août, elle est aussi appelée la lune des moissons. Et d'ailleurs, dans le conte, qui est un récit d'accouchement, la femme qui accouche s'appelle Squash Moon, qui en français se traduit justement par lune des moissons, euh, lune rousse, si on veut. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est ce moment de l'année qui nous invite à prendre un pas de recul, un moment de réflexion sur nos récoltes personnelles. Euh, il y a vraiment la notion de cycle, en fait, qui est au cœur de cette nouvelle lune, à la fois mort et résurrection, hein, la fin de l'été, mais le début de quelque chose d'autre. Et, euh, et il y a vraiment un lien, hein, avec la 7e mère de clan qui nous invitait, en fait, à trouver l'abondance en toute chose afin de transformer les épreuves en expériences. Et là, avec la 8e mère de clan, on est vraiment invité justement à tirer les leçons de ce qui s'est passé, de notre parcours, et on va voir comment euh, transformer, en fait, comment les épreuves nous ramènent à notre véritable essence et comment on peut guérir en les transcendant. Alors, comme toujours, je vais démarrer mon épisode en vous lisant les enseignements et le poème de la 8e mère de clan tels qu'ils apparaissent dans l'ouvrage de Jamie Sands. Août. La guérisseuse. La guérisseuse par intuition, la sage-femme, l'herboriste, la dépositaire des arts thérapeutiques. Celle qui chante la chanson de la mort, gardienne des mystères de la vie et de la mort. La gardienne des racines et plantes médicinales et la servante de l'humanité. La mère de l'intuition, de tous les rites de passage, des cycles de naissance, mort et renaissance. Elle nous enseigne à servir les autres avec un cœur joyeux, en utilisant notre capacité à soigner et guérir, à comprendre et honorer les cycles de la vie que sont la naissance, la mort et la renaissance, à croire dans les miracles de la vie par notre connexion à notre essence spirituelle, à comprendre le royaume végétal et l'usage thérapeutique de toutes les parties des plantes. Nous enseigne à servir la vérité. Son poème, Mère, chante-moi une chanson qui soulagera ma souffrance, réparera mes os brisés et me permettra de me sentir entière de nouveau. Occupe-toi de mes enfants dès leur naissance. Chante mon chant de mort. Apprends-moi à faire le deuil. Montre-moi la médecine des herbes qui guérissent, la valeur de l'esprit, la façon dont je peux servir. Mère, guéris mon cœur pour que je puisse voir les dons qui t'appartiennent et qui peuvent vivre à travers moi. Alors voilà pour cette mère de clan. Euh, Encore une fois, je trouve qu'il y a comme quatre grands thèmes qui se dégagent de cet enseignement, qui sont en fait les quatre parties du poème. Donc la guérison, le cycle de la vie, l'esprit des plantes et ce que ça veut dire que servir, être au service. Et donc c'est de ces quatre thèmes dont je vais vous parler. Mais avant ça, je vais vous raconter le conte pour que vous compreniez un petit peu euh, dans quel cadre se jouent ces enseignements. Alors, le conte de la 8e mère de clan est essentiellement un récit d'accouchement, vu du point de vue de la 8e mère de clan qui est sage-femme.
Il a lieu dans une grotte juste avant l'hiver, dans des conditions assez difficiles. La famine se fait sentir depuis un petit moment déjà, et la femme qui accouche vient de perdre son mari. Donc, elle est seule et affaiblie au moment de l'accouchement. La mère de clan aussi est seule puisque les deux femmes qui l'aident dans son travail sont en train de pleurer leur mort au début du conte. Et donc, on la voit en fait, parce qu'on nous raconte surtout toutes les pensées qui la traversent au moment de cet accouchement et notamment les souvenirs de tout ce qu'elle a appris jusqu'ici pour pouvoir accompagner cette femme dans la délivrance de son bébé. Euh, et notamment, hein, on nous parle de toute la médecine, tout ce que les animaux lui ont enseigné. Donc, j'y reviendrai plus en détail. L'animal qui pour moi qui m'a le plus marqué dans ce conte, c'est la chauve-souris, qui est particulièrement présente. Et c'est pas étonnant puisqu'elle symbolise hein, l'appartenance aux deux mondes, celui des vivants, celui des morts, et la renaissance. C'est vraiment de ça qu'il s'agit dans ce conte. C'est elle qui montre à la femme qui accouche que l'âme de son enfant est là, qu'il a un message pour elle et qui, quelque part, lui donne le courage, en fait, de mener l'accouchement à terme. Euh, et en fait, dans ce conte, ce qu'on nous raconte, c'est vraiment en se reconnectant à son âme, à son essence profonde, que l'on peut surmonter les épreuves et renaître. Et c'est ce qui se passe, hein. C'est ce que la femme qui accouche parvient à faire en communiquant avec l'âme de son enfant. Elle reconnecte à sa propre essence et elle finit par donner naissance à son enfant. Et à ce moment-là, la huitième mère, qui elle aussi hein, est entrée en contact avec l'âme de l'enfant, décide de prendre les deux femmes sous son aile, puisque le bébé qui naît, c'est une fille, de les prendre sous son aile, en fait, pour continuer ce cycle de la vie. Elles choisissent le prénom et en fait, la destinée de l'enfant aussi est scellée. C'est elle qui va devenir l'apprenante de la huitième mère de clan et ainsi continuer le cycle, puisque quand la huitième mère de clan aura fini son passage sur Terre, eh bien, une autre personne pourra prendre le relais et continuer à propager, transmettre en fait la guérison parmi les hommes. Donc ainsi, la boucle est bouclée et le cycle recommence. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit dans ce conte. Alors, donc je vous disais quatre thèmes. Le premier, évidemment, c'est la guérison, hein, puisqu'il s'agit de la guérisseuse. Et comme le dit si bien Claire Arnoux, hein, dont je m'inspire beaucoup pour vous guider à travers ses enseignements des 13 mai, la huitième mère nous enseigne ce qu'est la véritable guérison, à la fois une capacité à pleinement s'habiter et une reconnexion à cette part de nous qui sait et qui peut guérir. Et ça me fait penser effectivement à mes propres accouchements et au fait que quand on accouche, une partie de nous se reconnecte, parce que vraiment dans l'histoire, il y a l'idée qu'on est connecté dès la naissance, mais qu'en chemin, on perd cette connexion, on oublie qui on est, on oublie qu'on fait partie de la nature et que nous sommes tous interconnectés. Et en ce qui me concerne, quand j'ai accouché, c'est là que tout s'est ouvert, c'est là que j'ai reconnecté avec mon intuition. Et notamment pour ma première fille, je me rappelle à quel point euh, au moment où j'allais accoucher, c'est là pour la première fois que j'ai parlé avec elle. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui parlent à leur fœtus dès qu'ils sont en elles. Moi, au début, c'était pas là pour moi. Ça me paraissait trop, trop abstrait, trop lointain, même si je la sentais vivre en moi, je la sentais bouger en moi. Mais le jour de l'accouchement, qui a été un accouchement éclair dans mon cas, euh, je l'ai senti qui poussait, qui voulait sortir tout de suite alors qu'on était encore à la maison et qu'on n'était pas prêt à partir. Et je me rappelle lui avoir parlé et lui avoir dit, écoute ma chérie, on n'est pas prêt, on voudrait vraiment se rendre à la maison de naissance. Donc s'il te plaît, attends. S'il te plaît, attends. Et elle m'a entendu. Elle m'a entendu. Et quand on est arrivé à la maison de naissance, j'ai à peine eu le temps de m'allonger sur le lit qu'elle est née. Donc elle a, elle a attendu, mais elle voulait quand même sortir une fois qu'elle avait le feu vert. Euh, et aussi, cet accouchement, euh,
c'est la première fois en fait que j'ai réalisé que je savais. Parce que si on est arrivé in extremis, en fait, c'est parce que la sage-femme, au début, ne me croyait pas quand on est rentré à la maison et que je lui ai dit que je commençais à sentir des contractions et que ça poussait, etc. Euh, alors que j'étais 5 jours avant ma date prévue d'accouchement et que c'était un premier accouchement, un premier bébé. Donc, c'est quand même rare d'être d'avance pour un premier, même si ça arrive. Et c'est ça, elle ne me croyait pas. Et alors que moi, je savais. Je savais que c'était pour ce soir, pour cette nuit. Je le savais au fond de moi. Et je pense que c'est justement cette connexion au grand tout, cette intuition qui, euh, qui m'a guidée. D'ailleurs, parlant d'intuition, euh, la couleur de la huitième mère de clan, pardon, c'est la couleur bleue, d'où mes vêtements. Euh, Parce que justement, elle nous relie à la guérison, mais aussi à l'eau et à l'intuition. Et c'est d'ailleurs l'intuition qui, dans le conte, guide la femme dans son accouchement. C'est elle qui l'aide à trouver en elle la force pour mettre au monde ce bébé et qui lui rappelle en fait qu'elle est abondance, qu'elle est fécondité, comme son nom l'indique, euh, et que la guérison, ça se passe pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'invisible, dans la connexion avec notre âme, avec plus grand que soi. Euh, et ça, moi, c'est ce que j'ai vécu lors de mon deuxième accouchement. Et puis aussi, hein, le bleu, c'est l'eau, c'est la couleur de l'eau, puis l'eau, c'est la vie. Euh, donc, l'eau, hein, l'eau qu'on porte en nous, nous les femmes, nous sommes dans les traditions autochtones, nous sommes des porteuses d'eau, des porteuses de vie. Euh, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand je préparais les visuels pour ce balado, j'ai repris le même bleu que l'an dernier, qui est un bleu sombre, un bleu profond. Parce que pour moi, la guérison, ça avait une teinte, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça, de plonger dans ses profondeurs, de quelque chose peut-être un petit peu sombre. Et quand j'ai reçu l'infolette de Claire Arnoux qui était d'un bleu pétant, je me suis dit, oh waouh, je me suis trompée. Je me suis trompée parce qu'en fait, je me suis trompée. Euh, Il y a cette idée quand même de plonger dans les profondeurs de soi, puis l'accouchement se passe dans une grotte à la veille de l'hiver, donc il y a quand même quelque chose de sombre. Mais je me suis rappelé que c'est la dernière mère de l'été. Et justement, j'avais envie d'un bleu plus lumineux, le bleu de l'eau, le bleu du ciel, hein, ce bleu d'espoir en fait, euh, qui nous ramène à la vie, parce que c'est vraiment un conte d'espoir que celui de cette huitième mère de clan. Euh, donc voilà, c'est pour nous rappeler que en fait, derrière le deuil, la souffrance et la mort, il y a aussi la renaissance. Et ce que nous dit justement Claire Arnoux, qui est une très bonne, je pense, une très bonne façon de résumer l'enseignement majeur de cette mère de clan, c'est qu'ici, on est justement invité à plonger dans ses profondeurs, à se reconnecter à son corps. Puis là, en fait, où le corps, la matière et le cœur et l'esprit se rencontrent. Et c'est en travaillant avec les deux, j'ai envie de dire, avec le corps et avec le spirituel, avec les énergies, comme on veut les appeler, que on peut parvenir à la guérison. Et puisqu'on parle de cycle, ça m'amène au troisième grand thème euh, de, de cet enseignement, qui est le fait qu'en fait, tout est connecté. Euh, Comme je vous disais, l'accouchement, c'est un rite de passage, l'occasion d'une renaissance. Euh, Au moment où elle était dans cette épreuve, la femme qui accouche a reconnecté en fait à son essence, à sa puissance. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que j'ai vécu, notamment lors de mon deuxième accouchement. J'ai vraiment senti toute ma puissance de femme. Je me suis vraiment redécouverte. D'ailleurs, j'avais écrit un article à ce sujet qui avait été publié dans le Mzine, dont je vous remettrai le lien dans les notes de l'épisode. Euh, et c'est vraiment ce que j'ai vécu et pourquoi en fait c'est une renaissance. Euh, Parce qu'en fait, c'est ce qui nous ramène à notre connexion spirituelle, j'ai envie de dire. Moi, c'est ça que j'ai vécu, puis c'est ce que vit la femme qui accouche dans le conte. L'âme de son enfant lui rappelle qu'elle est d'origine divine, lui rappelle cette connexion au grand tout et qu'elle peut puiser là-dedans pour trouver la force d'aller au bout de l'accouchement. Euh, et l'enfant lui rappelle qu'en fait, on est toujours connecté au grand tout, mais qu'on l'oublie en chemin. Euh,
Et d'ailleurs, il y a une tradition que je trouve très belle chez les autochtones, dont on parle dans le livre, qui est la pochette médecine, dans laquelle on met le cordon ombilical. Et on le donne à chaque enfant à sa naissance. Et l'idée derrière cette tradition, c'est de nous rappeler justement d'où nous venons, de nous rappeler ce lien avec la terre-maman. D'ailleurs, cette connexion, on le voit à la fin du conte, euh, quand un élan tombe d'une falaise pour nourrir euh, la mère qui vient d'accoucher et aussi évidemment les autres qui sont là autour, hein, et ainsi mettre fin à la famine. Euh, et d'ailleurs, dans le conte, hein, c'est un petit peu comme dans Avatar, c'est la chauve-souris qui va parler à l'élan, l'élan qui accepte de donner sa vie pour que le cycle de la vie continue. Puis en vous disant ça, j'ai des frissons parce que c'est ça qui est de beau dans ce cycle et dans cette interconnexion, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un accepte de donner ce qu'il a, de se sacrifier parce qu'il a la croyance que ce cycle est éternel, il a une confiance absolue dans la flamme éternelle de vie, il sait que sa mort va donner naissance à d'autres choses et qu'elle va continuer la vie. Euh, et là encore, hein, il y a cette idée de donner et recevoir qui est vraiment cyclique. Et ça m'amène donc à la dernière partie qui est ce fait d'être au service. Ben, c'est vraiment ça. C'est sacrifier sa vie parce qu'on a foi dans l'éternelle flamme d'amour. Euh, c'est aussi accepter, comme la huitième mère de clan, accepter de continuer à cheminer, accepter que malgré toutes les connaissances, on peut encore se tromper, on peut encore trouver ça difficile, hein. Je me rappellerai encore ma sage-femme qui m'avait dit, quand je lui avais reproché en quelque sorte de ne pas m'avoir cru quand je lui ai dit que j'étais pour accoucher. Elle m'a dit, tu sais, même avec 25 ans d'expérience, c'est un métier où on a toujours des surprises, où il faut toujours être humble parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Euh, et dans le conte, c'est un petit peu ça, hein, la huitième mère de clan qui se fie d'habitude sur le pouvoir des plantes pour aider la mère. Là, elle peut même plus parce que avec la famine et le froid qui sont présents, elle a plus accès à ces plantes. Et c'est là qu'elle demande l'aide justement aux animaux, au grand tout. Donc c'est cette idée de rester humble, d'accepter de recevoir l'aide pour pouvoir continuer à aider et à guérir. Et c'est aussi être au service, transmettre tout ce qu'on a appris pour que la guérison continue de génération en génération. C'est ainsi que, à la fin du conte, la huitième mère de clan, je l'ai dit, elle décide de prendre sous son aile la femme et son enfant euh, pour pouvoir transmettre à l'enfant tout ce qu'elle sait et qu'elle devienne sa disciple et à son tour une guérisseuse. Ainsi, le cycle de la vie continue et la boucle est bouclée. Donc, voilà. Donc, vous voyez à quel point la guérison, en fait, c'est beau. C'est beau. C'est vraiment un hymne à la vie. Et c'est ce que je trouve très touchant de ces enseignements. Alors, il est temps maintenant de vous parler de mon invitée, euh, celle qui s'est reconnue, en fait, dans cette huitième ère de clan, qui s'appelle Florine Lescu, qui est ostéopathe, passionnée par l'optimisation de la santé et la période périnatale. Donc, nous aurons l'occasion avec elle de parler, hein, de tous ces sujets. Euh, mais en préparant cet épisode, il y a un souvenir qui est monté parce que c'est mon ostéopathe, Florine. Euh, et je me rappelle que la dernière fois qu'on s'est vu, je sais plus ce que j'avais comme douleur en fait, euh, mais je pense que, ah oui, je pense que j'avais de nouveau des problèmes de digestion. Puis elle m'avait dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui était retourné à l'intérieur de moi et que dans mon corps, il y avait quelque chose qui disait qu'en fait, il y avait encore quelque chose qui voulait pas lâcher, des vieilles blessures, une vieille identité en fait, que j'avais besoin de laisser aller pour renaître. Donc, vous voyez, hein, les échos avec le conte et avec les enseignements. Euh, et je sais aussi que c'est quelque chose qu'elle est en train de vivre, que sa pratique professionnelle aussi est en train de se transformer parce qu'elle a accepté de laisser aller des choses. Et ce que j'aime aussi beaucoup de son approche, c'est qu'elle est, oui, beaucoup dans le corps, euh, mais aussi complètement connectée à son intuition. Euh, et qu'elle se laisse guider par les messages que lui envoie le corps, mais aussi par ses propres ressentis, euh, et qu'on sent qu'elle est connectée à plus grand et qu'elle prend vraiment le corps dans sa globalité. Euh,
le corps parle aussi des traumas. Il y a un lien aussi avec les pensées, avec le mental. Euh, et c'est vraiment cette approche globale, holistique, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte à notre conversation qui sortira le 7 septembre dans ce balado. Parmi les autres événements qui s'en viennent à Maman sans tabou, il y a bien sûr le lancement euh, de l'ouvrage Là où poussent les lotus, Chakra sacré, donc le tome 3 dans lequel j'ai écrit un chapitre de ma vie où justement je vous parle de cette transformation que la maternité a amenée dans ma vie. Euh, et il y a vraiment un lien avec cette vie de la femme qui est en monde, puisque l'intitulé chapitre Rends maison, qui est une expression qui vient de l'aîné autochtone Dominis Rankin, dont je parle souvent. Et c'est cette idée justement comment les épreuves euh, de la vie, donc dans mon cas la maternité, que j'ai vécue comme une épreuve, pas tant l'accouchement que le postpartum et le fait de m'occuper d'un enfant, comment en fait ça m'a ramené à mon essence profonde, à la petite fille que j'étais et à mon désir d'être artiste. Donc voilà, je vous parle de tout ça dans un livre qui sortira le 21 septembre à Victoriaville. Je vous mettrai le lien avec tous les détails pour le lancement. Les billets sont déjà en vente au coût de 30 $ et il y en a déjà beaucoup de parties. Donc si vous voulez y assister, ne tardez pas trop. En parlant d'artistes, hein, l'autre projet dont je vous parle beaucoup en ce moment, c'est l'exposition spectacle Sisters, dont le lancement officiel aura lieu le 20 août. Donc, les billets sont également aux ventes au coût de 60 $ le billet et 120 $ la paire de billets. Et le spectacle aura lieu le 2 novembre au cabaret BMO de Sainte-Thérèse. Donc pour moi, c'est vraiment une renaissance. Euh, c'est l'occasion d'incarner enfin celle que je sais que je suis au fond de moi depuis toujours, qui est cette artiste qui a envie de s'exprimer, de chanter, de danser, de mettre des mots sur ce qu'elle vit et de leur donner vie sur scène. Voilà. Et puisque mon parcours m'a vraiment amené, hein, comme je dis, de maman colère à maman artiste, justement, et que j'ai redécouvert la créativité, j'ai envie de vous offrir aussi un atelier sur le sujet pour vous aider vous-même à reconnecter à cela. Euh, la date n'est pas encore arrêtée. Ça devrait être autour de la fin novembre. Je vais le savoir tout bientôt, donc restez à l'affût si cela vous intéresse. Et bien sûr, je ne lâche pas le sujet de la maternité qui me passionne toujours autant. Euh, et donc, je vais reprendre les causeries cet automne avec une première date le 24 septembre à Mieux-Être-Laval, ma causerie sur l'ambivalence maternelle. Donc, pour moi aussi, c'est un cycle qui recommence, hein, puisque c'est avec elle que j'ai commencé le cycle des causeries. Et une autre le 29 septembre à nos ressources. Et voilà pour le moment. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres causeries cet automne, à part, ah oui, un cercle sur le Mum Rage à la Maison par enfants Boisbriand, mais là encore, la date doit être confirmée. Mais sinon, il n'y en aura pas d'autres cet automne puisque je vais vraiment me consacrer à mes projets artistiques. Donc voilà. Euh, pour conclure, j'ai envie de vous laisser sur ce mantra qui résume bien, je trouve, ce dont on a parlé ici, qui est le suivant. Un mantra qui m'a beaucoup servi, justement, m'a beaucoup aidé quand j'ai renoué avec ma créativité. Je trouve en moi les ressources nécessaires pour créer la vie qui me convient. Je trouve en moi les ressources nécessaires pour créer la vie qui me convient. Voilà, c'est ce qu'a fait la femme qui a accouché. Elle était allée chercher en elle la force de mener à bien le projet qui lui était cher. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à m'envoyer des commentaires sur YouTube, des étoiles sur Apple et Spotify pour aider le balado à se faire connaître. En attendant, je vous donne rendez-vous le 7 septembre avec Florine Leslie, ma prochaine invitée. Bye tout le monde! Wimbalala, wimbalala.